Ok, ben on va démarrer. Ok. Donc en avant. Donc bonjour à tous. Florence Bouygues et moi-même, nous allons vous présenter ce meet-up. Nous avons lancé depuis le début de l'année une série de meet-up pour expliquer quelles sont les 5 valeurs un petit peu dans le détail du manifeste global agile. Aujourd'hui, en fait, ce meet-up est dédié à la valeur 4, donc qui traite de résultats concrets. Voilà, donc le meet-up va durer 1 heure. Nous aurons des séquences de présentation et des séquences de questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Pour cela, le mieux, c'est d'utiliser le chat parce que nous allons vous demander, là, pour l'instant, d'éteindre vos micros. Je vois que c'est fait, d'ailleurs, dans cette phase de présentation. Voilà. Et donc, posez vos questions sur le chat et nous allons dédier des moments pour y répondre à la fin de chaque séquence de présentation. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à éventuellement mettre vos caméras en route. On trouve que c'est toujours plus agréable de voir un petit peu les gens. Et si vous le souhaitez, comme l'a écrit Florence, vous pouvez vous présenter sur le chat. Ça nous permet, nous aussi, d'adapter notre discours en fonction de vos profils. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon meet-up. Donc, le programme du meet-up, on va refaire un petit tour sur le manifeste global agile pour contextualiser le meet-up d'aujourd'hui. Ensuite, on fera un focus sur la valeur 4, qui est le sujet d'aujourd'hui. Et puis, dans une troisième partie, nous vous montrerons comment mettre en œuvre, en fait, concrètement cette valeur à travers 2 exemples. Un que l'on va vous dérouler un petit peu au fil de l'eau, et le deuxième qui sera un exemple complet qui vous sera déroulé à la fin du meet-up. Donc, le manifeste global agile. Alors, en fait, tout est parti du manifeste, de l'Agile Manifesto 2001, qui est très fondateur, qui est unanimement reconnu, qu'on a mis en place plusieurs fois aussi avec Florence et qui est très, très efficace, mais qui est orienté essentiellement IT et vraiment pour de petites équipes. Donc, en fait, notre propos à nous, c'est comment agiliser les grandes entreprises. Et pour cela, nous considérons que ce manifeste doit être adapté et généralisé. Donc, en fait, pour les grandes entreprises ont besoin d'une agilité globale. Si vous lisez notre livre blanc, nous avons une étude qui le montre. Et beaucoup de grandes entreprises se sont lancées dans l'agilité et la réussite n'est pas forcément au rendez-vous aujourd'hui. Donc, quels gains recherchons-nous, en plus de ceux apportés par l'agilité traditionnelle, dans une agilité plus globale? Tout d'abord, prendre des décisions stratégiques rapides, anticipatives et correctives, connectées avec le terrain. Garder le cap dans la gestion d'une multitude de projets simultanés et complexes. On est en grande entreprise, donc on a plein de projets. Donc, il faut arriver à garder le cap. Donc, pour cela aussi, notamment, gérer la transversalité dans l'organisation. S'assurer de l'implication de tous sur une vision partagée. On va des dirigeants jusqu'aux opérationnels en passant par les managers. D'un point de vue stratégique aussi, ce qui est très important, c'est arriver à combiner les temps courts et les temps longs dans la prise de décision stratégique. Voilà. Et sans être naïf, limiter les jeux politiques d'ambition individuelle qui biaisent finalement la prise de décision et nuisent à la création de valeur de l'entreprise. Donc, en réfléchissant finalement sur tous ces gains que l'on recherchait, nous sommes arrivés finalement à la rédaction d'un manifeste d'agilité qui est bien plus global et qui est donc destiné essentiellement, initialement, à la direction d'entreprise. Voilà. Donc, nous accompagnons les entreprises dans leur transformation agile au quotidien avec Florence depuis quelques années. Et ces expériences nous ont amenés à réaliser la valeur des fondamentaux suivants. Donc, en fait, chaque valeur, nous reconnaissons la valeur des seconds éléments. On ne les jette pas à la poubelle, bien au contraire, mais nous privilégions les premiers. Donc, exactement, on garde la forme finalement du manifeste initial.
Donc, première valeur, la création de la valeur pour le client autour d'une vision globale partagée. Voilà, plus que l'optimisation financière, les silos métiers et la compétition entre les individus. Donc ça, c'est une valeur qu'on retrouve déjà dans le premier manifeste et qu'on transpose finalement au niveau d'une organisation plus grande. On garde les individus et leurs interactions. Si on veut faire de l'agilité, c'est primordial. Et donc, les individus et leurs interactions sont plus importantes pour nous que les protocoles de communication, les agendas individuels et les directives managériales. La responsabilisation et la collaboration de chaque composante de l'organisation. C'est un petit peu la transposition de la valeur 2, mais finalement au niveau des entités de l'entreprise. Donc, au niveau de la grosse entreprise, une organisation, quelque part, ça peut être considéré comme un individu. Et ces composantes de l'organisation, elles doivent interagir et elles doivent être responsabilisées et elles doivent collaborer. Voilà. Donc, en fait, pour cela, il ne faut pas effectivement s'enfoncer dans uniquement la bureaucratie, le suivi de tableaux de bord et le strict formalisme de l'organigramme ou des fiches de poste. Quatrième valeur, qui est la valeur d'aujourd'hui, des résultats concrets produits par chaque composante de l'organisation dont la valeur est vérifiée. Donc, je ne la développe pas plus pour l'instant puisque c'est le sujet de la suite. Voilà. Cinquième valeur, l'adaptation du changement au cours du changement, plus que le suivi d'un plan stratégique, l'alternance des phases d'exploitation et d'innovation et l'annualisation des budgets. Donc, pourquoi l'adaptation du changement au cours du changement? Parce qu'une direction d'entreprise, finalement, elle manage le changement, mais finalement, dans ces phases de conduite du changement, de transformation, il y a des changements, de nouveaux changements qui arrivent. Donc, il faut arriver à intégrer ces nouveaux changements dans nos processus de changement. Donc, voilà pour la vue globale du manifeste d'agilité globale. Donc, est-ce que vous avez déjà à ce stade des questions? Moi, j'en ai pas sur le chat, mais n'hésitez pas à nous à les écrire sur le chat, on pourrait les traiter même par la suite. Donc, pas de questions là, Florence, on peut continuer. Ok, je voulais juste en profiter pour ajouter que sur l'ensemble des premières valeurs, on a déjà traité lors de Meetup la valeur numéro 1 et on a fait également un Meetup numéro 2 finalement sur les valeurs 2 et 3 qu'on a souhaité finalement rassembler dans un seul Meetup puisqu'elles concernaient les relations entre les individus, les interactions et également les interactions entre les composantes de l'organisation. Voilà, donc vous pouvez retrouver ces meet-up sur notre site, les résumés des meet-up et également les vidéos des meet-up si vous êtes intéressé. Voilà, donc du coup, on peut effectivement, on va enchaîner sur la deuxième partie de la présentation. Donc, focus sur la valeur 4 du manifeste. Donc, des résultats concrets produits par chaque composante de l'organisation dont la valeur est vérifiée, plus que le brassage d'idées, la production systématique de livrables et les croyances individuelles. Donc, quel gain recherchons-nous avec la valeur 4 du manifeste global agile? Donc, si on reprend la liste des gains recherchés que j'ai énumérés assez rapidement en début de meet-up avec l'agilité globale, donc ce qu'on a vu précédemment, la quatrième valeur contribue à un certain nombre d'entre eux. Donc, forcément, prendre des décisions stratégiques rapides, anticipatives, et correctifs connectés avec le terrain, forcément, quand on a des résultats concrets, on peut s'appuyer sur ces résultats concrets pour finalement prendre des décisions qui sont en fait déjà bien plus connectées avec le terrain. Garder le cap dans la gestion d'une multitude de projets simultanés et complexes, quand on sort quelque part de cet effet tunnel et qu'on a des résultats concrets au fur et à mesure, on va pouvoir garder le cap beaucoup plus facilement et pouvoir vérifier qu'on est dans le bon sens. S'assurer de l'implication de tous sur une vision partagée, opérationnelle, manager et dirigeant. Les résultats concrets embarquent finalement tous les étages de l'organisation. Et combiner les temps courts et les temps longs dans une prise de décision stratégique. Encore une fois, les résultats concrets vont nous servir
de support pour notamment pouvoir prendre aussi des décisions courtes. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail. On veut des résultats concrets produits par chaque composante de l'organisation dont la valeur est vérifiée, plus que le brassage d'idées, la production systématique de livrables et des croyances individuelles. Donc, plus que le brassage d'idées. Donc, attention, le brassage d'idées, on en a besoin. Bien entendu, il est même essentiel, mais en fait, il faut l'orienter. Voilà, souvent, on se retrouve dans des situations où on brasse des idées, mais finalement, rien n'en ressort et je dirais, finalement, on perd notre temps. Voilà. Donc, en fait, il faut arriver finalement à organiser et à orienter ce brassage d'idées, finalement, pour qu'on puisse derrière, comment dire, que cela vienne nourrir finalement des processus qui, eux, vont déboucher sur des résultats concrets. Donc, en fait, quand on organise nos brassages d'idées, on doit toujours être orienté résultat, expérimentation, et quelque part, on doit, quand on a des réunions de brassage d'idées, on doit finalement avoir, à la sortie de ces réunions, finalement, un résultat attendu qui va quelque part venir nourrir les futurs résultats concrets et exploitables. Donc aussi, plus que la production systématique de livrables dans beaucoup de grandes entreprises, et on y est confronté souvent avec Florence, on a énormément de livrables qui sont des documents écrits. Alors on peut citer aussi des plans d'assurance qualité, mais on a souvent énormément de docs juridiques qui des fois sont utiles parce qu'elles préservent, mais on a aussi beaucoup de documentation en fait, qu'on n'utilise pas. Donc, en fait, la production systématique de livrables, on n'est pas contre, mais elle doit, elle aussi, être orientée résultat et en fait être exploitable et servir à quelque chose. Donc, en fait, notamment, certains livrables, comme on dit écrits, pourraient être remplacés, en fait, des fois, par ce qu'on appelle des proof of concept, qui, en fait, montrent un résultat concret et du coup, est exploitable. Voilà. Et les livrables concrets que j'ai cités. Les croyances individuelles, elles permettent de porter des idées, une vision, des convictions. Elles émanent du débat, donc elles nécessitent parfois d'être confrontées à une certaine réalité, tout à fait, pour les transformer en objectifs communs dont la valeur est vérifiée. Les croyances individuelles, elles peuvent être vraies comme fausses finalement. Et quand une croyance individuelle est bien orientée, elle est motrice, mais parmi les gros blocages que l'on peut voir dans l'agilité, ce sont des fois des croyances individuelles qui ne sont pas vraies. Voilà. Donc en fait, ces croyances individuelles vont souvent freiner la collaboration et être un frein aussi finalement à la production de résultats concrets. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Moi, j'en ai toujours pas sur le chat. Florence, tu veux apporter peut-être des petites précisions à ce que j'ai dit? Déjà, bienvenue à Hélène qui nous a rejoint. Je crois qu'on va zoomer en fait sur tous ces aspects dans la suite de la présentation. Donc, à part s'il y a des questions en particulier. Non, pas de questions, mais peut-être qu'elles viendront effectivement en montrant comment concrètement on met la quatrième valeur en place. Donc, je vais prendre la suite de la présentation pour vous expliquer en fait l'idée de repartir du manifeste global agile et de la quatrième des valeurs sous-jacentes. C'est une façon pour nous de vous présenter plus en détail la méthode Engage finalement qui est une des méthodes agiles qu'on peut utiliser et qui est vraiment, pour ceux qui n'ont pas assisté au meet-up découverte là, de l'année dernière,
qui est une méthode, j'espère, la première, mais une méthode parmi d'autres qui permettra finalement de mettre en œuvre ce manifeste global agile. Donc aujourd'hui, on va zoomer sur la quatrième valeur du manifeste que Arnaud vient de nous présenter, qui est comment faire finalement pour que, à travers une méthode agile donc concrète du terrain, qu'on met en œuvre avec les équipes, on puisse respecter la valeur qui consiste à construire et à avoir et à maintenir une vision globale partagée et, et qui amène des résultats concrets. Donc, pour nous, la méthode Engage, finalement, dans cette méthode, il y a 4 aspects de la méthode qui peuvent vraiment permettre de mettre en œuvre la valeur 4. Donc, c'est d'abord les 3 niveaux de responsabilité qu'on définit dans la méthode. Il y a ensuite le rythme des différentes cadences, itérations, des différents niveaux de responsabilité qui va permettre aussi de mettre à jour cette vision globale partagée. Les événements Engage vont y contribuer, notamment la démonstration. Et puis, un quatrième aspect qui est le backlog des différents niveaux et le lien entre ces différents backlogs donc, sur lequel on va revenir. Donc, pour nous, on va zoomer aujourd'hui sur ces 4 aspects pour vous montrer en quoi Engage va contribuer finalement à la valeur 4 du manifeste global agile. Donc le premier aspect, comme je disais, c'est l'aspect 3 niveaux de responsabilité. Donc pour rappel, Engage décrit en fait un dispositif à 3 niveaux. Le premier niveau est le niveau ambition, qui permet de piloter l'ensemble des activités. Le deuxième niveau, on l'a appelé projet, donc qui est un relais des ambitions et qui permet ce niveau projet de mettre en œuvre les changements et de les justifier. Et puis ensuite, on a le niveau solution qui correspond finalement à toutes les solutions mises en œuvre dans l'entreprise, que ce soit des solutions DSI ou des solutions métiers, qui permettent de mettre en œuvre ce qui est souhaité par les projets et qui contribuent donc à l'avancée des ambitions de l'entreprise. Donc le fait que des résultats concrets soient mis en œuvre par les solutions et ensuite que ces fameux résultats concrets puissent être démontrés et retransmis au niveau projet, puis ensuite au niveau ambition. Ça contribue du coup fortement, les relations entre ces 3 niveaux de responsabilité, ça contribue fortement à l'atteinte de résultats concrets, non seulement au niveau ambition, mais également au niveau solution, pardon, mais également au niveau ambition. Donc l'alignement stratégique est favorisé par le fait qu'on ait des résultats concrets qui non seulement qui remontent en fait du niveau solution vers le niveau projet et vers le niveau ambition pour mettre à jour cette fameuse vision globale partagée. Donc tout au long de la présentation, on va alterner, on va dire, sur la présentation du dispositif Engage et puis un exemple un peu fil rouge. Donc je vais passer la parole à Arnaud qui va nous présenter en fait en quoi ces 3 niveaux de responsabilité sur un exemple peuvent contribuer à la vision globale partagée. Bien, merci Florence. Tu peux passer au slide suivant. Parfait. Merci. Oui, donc je vais vous présenter un exemple chez un de nos clients. Alors, en fait, le client, c'est Supélec et ENS qui, en fait, ont 2 labos de mécanique et qui, finalement, ont décidé déjà il y a quelques années qu'il serait stratégiquement indispensable, finalement, de les fusionner pour pouvoir exister en tant que labo. Voilà, en mécanique et pouvoir peser dans le monde scientifique. Donc, il y a eu plusieurs tentatives qui ont été faites et ça a été un échec à chaque fois. Et on n'a pas pu sortir sur un résultat concret de projet de fusion. Donc, finalement,
les instances ont décidé de procéder en mode plus participatif afin d'aboutir à une adhésion, ce qui pourrait permettre de faire réussir finalement aussi cette fusion, parce qu'un des principaux freins, c'était que les membres n'adhéraient pas et avaient une capacité de blocage du coup du projet. Donc, les instances centrales Supélec et ENS ont décidé de faire appel à nous et ont été séduits par notre dispositif de transformation Engage. Alors, pour le coup, on utilise Engage non pas ici comme à ce stade comme un dispositif de gouvernance d'entreprise, mais comme véhicule de transformation agile. Et donc, en fait, on leur a proposé exactement ce que Florence vient de vous expliquer. Donc, en fait, vous avez vu, on a deux labos. Donc, en fait, on a deux propriétaires initiaux, le directeur du LMT et le directeur du MSS Math. Et donc, ça, c'est une situation exceptionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, on a deux propriétaires, on va dire, de l'équipe Ambition, alors que normalement, on n'en a qu'un. Parce que quand on en a plusieurs, ça peut être finalement assez complexe. Il se trouve que ces deux personnes s'entendent extrêmement bien, ne sont pas en posture d'ego. Donc, en fait, elles arrivent vraiment à définir des objectifs d'une seule tête, donc ça a très, très bien marché. Voilà. Et en termes de contributeurs dans cette équipe Ambition, finalement, on a les responsables des 5 centres des ressources des deux labos actuels et 5 responsables d'équipe, une sur chaque centre de ressources, afin d'avoir un panel un petit peu terrain qui contribue à cette équipe Ambition. Et donc, conformément aux 3 niveaux, il a été décidé que l'équipe définirait ses ambitions et que finalement, pour les porter, elle définirait des projets qui seraient donc là pour justement relayer ces ambitions et piloter la mise en œuvre de la solution. Donc, les contributeurs ambition seront, on a nommé là, seront les propriétaires des projets. Et les contributeurs projets seront des futurs membres du nouveau labo en fonction des sujets que l'on aura traités. On ira chercher les personnes qui savent faire et seront concernées finalement par ces projets futurs. Voilà. Donc, ce sont les futurs membres en fait, du nouveau labo qui vont mettre en œuvre à travers ce dispositif la nouvelle solution qui sera leur quotidien plus tard. Donc, excuse-moi Florence, je voulais faire un… Voilà. Donc, pour reconverger vers le sujet du jour, on va le voir par la suite, mais c'est quelque chose qui a très, très bien fonctionné parce qu'initialement, les deux directeurs traitaient les sujets eux-mêmes et donc consultaient les équipes, etc., pour savoir ce qu'il fallait faire, mais en fait, étaient complètement débordés par le nombre de sujets. Et là, ça a été assez génial parce que finalement, on leur a appris à lâcher prise sur ces projets. Et donc, quand elles lançaient les projets s'exécutaient en parallèle. Et donc, en fait, on avait dans un temps assez court la production d'énormément de résultats concrets qu'ensuite, finalement, les deux directeurs pouvaient consommer. Et donc, en fait, une avancée du projet qui était beaucoup plus rapide et beaucoup plus concrète que dans les tentatives précédentes. Donc, typiquement, ces projets ont réussi vraiment ont permis à ce dispositif vraiment de produire du concret et très rapidement et du concret exploitable. Voilà, j'ai terminé, Florence. Merci. Donc, effectivement, la deuxième partie qui permet, selon nous, de produire du concret, c'est la mise en œuvre, enfin travailler sous forme de backlog en fait. Si vous êtes des habitués, des acteurs de l'agilité, vous savez que c'est une notion en fait qui est utilisée dans les équipes agiles. Ici, l'idée de backlog dans le dispositif Engage est généralisée finalement aux 3 niveaux de responsabilité et également au niveau ambition. On va avoir un backlog d'ambition. Au niveau projet, on va avoir un backlog de projet, ce qu'on appelle parfois dans les entreprises portefeuille de projet. Donc, ces différents backlogs finalement sont reliés. Le fait de découper un backlog
permet d'atteindre des résultats concrets, hein. Ça paraît tout bête à dire, mais c'est ce qu'on constate et c'est pour cela, en fait, que ce moyen a été utilisé, dans l'agilité. Et à chaque fin de cycle, effectivement, on va contrôler, les résultats, est-ce que c'est fait, est-ce que c'est pas fait par rapport à ce fameux backlog. Hem, la définition des critères de réussite, de chaque élément du backlog, permet aussi, d'atteindre ces résultats concrets puisqu'on essaie heu, finalement d'objectiver, les résultats attendus par chaque élément du backlog qu'on a réalisé. Quand on va être sur le niveau solution, on va constater, fait, pas fait, est-ce que c'est, de qualité ce qui a été réalisé ou pas? Mais quand on est sur le niveau projet, on va également constater la même chose. Est-ce que le projet, finalement, a répondu aux attentes en termes de gains attendus? Et est-ce que, c'est ce que, je note ici en termes de stop ou encore, c'est-à-dire que est-ce que le projet, ce qu'il reste à faire sur le projet, en vaut encore la peine au sens du ROI? Ou est-ce que je peux arrêter mon projet ici et finalement, après avoir atteint un maximum de gains? Donc le fait, en tout cas c'est notre conviction, le fait de découper finalement non seulement la partie réalisation sur le niveau solution, mais aussi la partie objectif de projet, de changement et aussi la partie ambition, va permettre, à tout le dispositif et donc à l'entreprise, d'arriver à des résultats concrets, à chaque fin de cycle. Donc je te repasse la main pour l'exemple, Arnaud. Merci Florence. Donc, on continue finalement sur notre exemple, là, sur ce projet de fusion des deux labos. Donc, on va le voir, le backlog. Tu peux passer au slide suivant, Florence, s'il te plaît. Voilà. Donc, en fait on est toujours dans notre logique, hein, on a nos 3 niveaux et finalement, comme l'a dit Florence, ce backlog va être constitué d'éléments découpés, mais à chaque niveau. Donc, en orange, vous avez le niveau ambition, en bleu, vous avez le niveau projet et en bas, on a le niveau solution. Alors, dans notre exemple, on avait très peu finalement de solutions mises en œuvre puisqu'elle était en construction, mais on le verra à la fin, il y en a quand même eu quelques-uns. Donc, en fait, les ambitions de ce projet, c'était de faire une fusion pour finalement amener une visibilité du nouveau laboratoire dans le monde scientifique, avoir un labo qui pèse. Voilà. Et donc, on avait mis aussi comme première ambition d'arriver à définir le calendrier et les étapes de choix dans ce projet de fusion. Donc finalement, ces ambitions-là sont juste là pour vérifier qu'on est bien dans ces objectifs, mais on n'a pas décliné dans l'immédiat de projets particuliers pour ces ambitions-là. Ensuite, on avait pour ambition d'arriver en fait à définir quelles seraient les règles de fonctionnement de ce nouveau labo, définir sa structuration scientifique. Voilà. On souhaitait la structurer en centre de ressources et aussi définir quelle serait son animation scientifique. Donc pour cela, on a lancé des projets. Premier projet, constitution des centres de ressources, voilà, qui doit amener un résultat concret, c'est-à-dire qu'à la fin de ce projet, on doit avoir une découpe de l'organisation du nouveau labo en centre de ressources. Voilà. Deuxième projet, constitution des équipes de recherche qui vont se dispatcher dans ces centres de ressources. Voilà. Et puis parallèlement, un projet qui permet de définir quels sont les rôles de l'organisation et quels seront les rôles dans cette organisation. Et un projet 4, quelles seront les règles de fonctionnement des équipes, qui est très, très en lien avec le projet 3, donc énormément de collaboration entre les projets 3 et projet 4, parce qu'en fait, les uns impactent, forcément, les rôles impactent le fonctionnement des équipes. Toujours, si je remonte au niveau ambition, un projet très concret, une ambition très concrète, trouver un nom au nouveau laboratoire, avoir une qualité de vie au travail, c'était très important. Voilà. Et comme ça a été un échec dans les précédents projets de fusion, créer un sentiment d'appartenance à la nouvelle entité. Donc là, on a lancé le projet 5,
finalement, pour trouver un nom au laboratoire, il a été décidé, et ça répond aussi quelque part à la création de ce sentiment d'appartenance. On a décidé que finalement, ce n'était pas la direction qui devait décider quel serait le nom du projet, le nom du futur laboratoire, mais que ça devait être un consensus des futurs acteurs de ce labo. Donc, en fait, on a fait un référendum. Le projet 5, c'était d'organiser un référendum au sein des équipes pour finalement que ce soit eux qui choisissent le nom de futur ce laboratoire. Voilà. Et in fine aussi, sur ce projet de fusion, afin d'avoir ce sentiment d'appartenance, faire voter l'acceptation du projet de fusion par l'ensemble des équipes, quitte à ce que ce soit un échec à ce niveau-là et qu'on révise notre copie. Donc, je me rappelle que quand on avait lancé ce projet avec la direction, elle était enthousiaste, mais en même temps, elle avait peur parce que c'était pour elle un gros risque. Mais finalement, elle a accepté de jouer le jeu et de dire on acceptera aussi le résultat de faire voter cette acceptation. Voilà. Et en projet N, à la fin, parce qu'il y a d'autres projets que je vous passe, qui étaient, je dirais, plus administratifs, la nomination du premier directeur de ce centre, de ce nouveau laboratoire. Donc, vous voyez, ces projets débouchent, on le voit, ces projets tels qu'ils sont formulés débouchent sur des résultats qui sont très concrets et qui sont exploitables derrière. Voilà. Donc, finalement, ces projets vont porter finalement la réalisation de résultats concrets et rapides que l'on va pouvoir éventuellement remettre en question derrière, voilà, mais qui vont permettre aussi de guider la suite de la stratégie de ce projet de fusion. Florence, je te redonne la main. Donc, on parlait en troisième point, en fait, du rythme des événements Engage. Une des préconisations, effectivement, de la méthode, c'est que chaque niveau de responsabilité fonctionne en cadence. La cadence du niveau ambition, finalement, guidant un petit peu les autres cadences. La synchronisation, finalement, à un moment donné des cadences, ça va permettre de prioriser les backlogs en début de cadence. Et la démonstration, l'événement de démonstration va permettre en fin de cadence de démontrer du coup les résultats concrets avec éventuellement la valeur mesurée. Donc, je dis éventuellement la valeur mesurée, ce n'est pas vraiment le mot, c'est éventuellement à la fin de la cadence, la valeur mesurée. Parfois, la valeur peut être mesurée, pas tout de suite, mais un petit peu après un peu d'expérimentation de la solution. Ce qu'on vit aussi également tous, c'est qu'en fin de cadence, en fonction de ce qui a été réalisé, il y a une mise à jour finalement du backlog de la suite, c'est-à-dire de comment on continue pour pouvoir finalement repartir sur les meilleures fonctionnalités et les meilleurs éléments du backlog, les plus valorisants pour la suite, pour pouvoir engranger leur réalisation pour le cycle d'après. Même chose ici, hein, le fait qu'on impose un rythme dans le dispositif va permettre non seulement de partager avec tous finalement les résultats concrets, mais également de mettre à jour notre vision de l'avenir et donc de la vision du projet et de nos ambitions finalement pour la suite, donc de la vision globale. Okay. Donc, on reprend notre exemple. Tu peux passer au slide suivant. Merci Florence. Voilà. Donc, pour rapidement montrer comment on l'avait mis en œuvre, au niveau ambition, on avait en fait une cadence de 6 mois. Et pour les projets, alors vous voyez bien qu'on est vraiment sur le début d'une nouvelle solution qui n'existe pas. Donc, en fait, le jour où le laboratoire sera en place, si on décide d'utiliser cette gouvernance pour mener le labo, on aura un cadencement beaucoup plus strict avec en fait des itérations projets et des itérations solutions qui seront beaucoup plus fixées. Mais là, finalement, on avait des projets qui pouvaient être très courts des fois et qui
devait livrer de façon très courte des livrables exploitables. Donc finalement, nous, on a fait varier, je dirais, la durée de nos itérations de projet de 1 à 4 semaines. Et pareillement, quand on lançait en fait des cycles de réalisation au niveau solution, on était sur quelque chose, des durées généralement de 4 semaines. Et donc, excuse-moi, à l'issue de chaque itération, on avait finalement on va le voir à la suite, mais on avait des résultats concrets et exploitables qui étaient produits. C'est surtout ça qui est intéressant, c'était toutes les 1 à 4 semaines, on avait des résultats concrets à exploiter. Et donc, on en a parlé tout à l'heure, effectivement, le dernier élément, pour nous, très structurant et à forte valeur ajoutée finalement dans la production des résultats concrets, hein, c'est l'événement de démonstration. Donc, le dispositif Engage, finalement, inclut, pour ne pas dire oblige, une démonstration en fin d'itération, mais également sur les itérations projet et également sur les itérations d'ambition. Donc en fait, comme il est classique en agile, on va démontrer les choses qui sont terminées, dont les résultats sont avérés, et non communiquer finalement, souvent ce qui est fait dans les comités de pilotage ou les comités directeurs, sur un pourcentage d'avancement des choses, quoi. On est à 80 en 90 50 d'avancement. On va essayer de fonctionner différemment avec Engage et effectivement plutôt parler du fond, des résultats concrets atteints plutôt qu'un pourcentage d'avancement. Comme on l'a dit tout à l'heure, le fait d'avoir des résultats concrets rend plus robuste à la fois la stratégie de continuation, mais aussi permet de lever des alertes beaucoup plus rapidement puisqu'on peut expérimenter en partage les résultats concrets. Du coup, les réactions peuvent être très positif ou alors au contraire, en alerte par rapport aux résultats qui sont démontrés. Ce qui est aussi la recherche quand on fait une démonstration, hein, c'est d'avoir une critique, que ce soit positif ou négatif de ce qui a été fait. L'autre avantage en fait de faire des démonstrations, hein, c'est que les résultats concrets sont certes, petits, puisqu'on n'a pas eu l'ensemble du projet pour les réaliser, mais uniquement la première, la deuxième, la quatrième partie du projet. Mais du coup, le gros avantage, c'est qu'on avance à petits pas, mais qu'on peut réorienter la direction du fameux projet ou de la fameuse stratégie pour pouvoir toujours viser le bon endroit, suivant les résultats qui ont été obtenus et leur valeur ajoutée. Donc là, ça c'est un peu autre chose, mais ça participe aussi à ce qui essaie d'être fait dans l'agilité, c'est-à-dire le droit à l'erreur, l'expérimentation, pour pouvoir réajuster sa stratégie en fonction du concret, du résultat, du terrain, et non pas de la théorie que certains peuvent avoir en tête. Donc, je te repasse la main sur ton exemple, Merci. Arnaud. Tu peux passer au slide suivant. Merci. Oui, alors là, simplement, c'était pour vous rappeler brièvement donc, pareil, on va passer au stade suivant. Donc, on a nos fameux projets. Voilà. Donc, en fait, on a, comment dire, en termes d'événements, donc vous vous rappelez, sur l'équipe Ambition, on avait une cadence de 6 mois. Donc, en fait, on a fait un premier planning de cadence. Et au niveau de ce planning de cadence, donc on a fait une sélection des ambitions que l'on voulait prioriser sur ces 6 mois. Et donc, en fait, et même on a précisé certaines choses. Et donc, en première ambition, on a décidé qu'on voulait en fait une première version, je dirais, du nouveau labo pour une mise en fonctionnement en janvier 2022. Donc, être prêt en janvier 2022, donc là, maintenant, à lancer ce labo. Donc, en termes des règles de fonctionnement, on a décidé aussi d'avoir des règles de fonctionnement version 1 en se disant on ne sera pas parfait, mais elles vont nous permettre déjà de fonctionner et de lancer le nouveau labo en janvier 2022. Une structuration au centre de ressources, donc ça c'est une ambition qu'on garde telle quelle.
trouver un nom au nouveau laboratoire, pareil, on la garde telle quelle, parce qu'il nous faut absolument un nom. Qualité de vie au travail aussi, et créer un sentiment d'appartenance à la nouvelle vie entité aussi. Donc, ce sont les objectifs ambitions qui ont été gardés pour ce première cadence. Voilà. Donc, en fait, pour répondre, vous vous rappelez, on avait lancé 6 projets pour répondre à nos ambitions. Et bien, en fait, finalement, on les lance. Donc, le premier qu'on a décidé de lancer, finalement, pour embarquer tout le monde, c'était l'organisation du référendum pour le nom du laboratoire. Alors, le projet a fait une première itération où finalement, il a organisé ce référendum. Il y a eu une démo pour présenter à tous quelles seraient les modalités finalement de ce référendum. Ça a été accepté, on a trouvé une date et à partir de là, on a lancé au niveau solution finalement l'organisation de ce référendum. Donc, on a fait une itération sur ce, on l'a organisé, on a procédé au vote et finalement, ce qui correspond à la démo de ce processus, ce sont les résultats. Voilà. Et les résultats, c'est que finalement, le nom qui est ressorti, c'est le LMPS, donc Laboratoire mécanique de Paris-Saclay. Voilà. Donc, en fait, deuxième itération finalement du projet 5, ça a été d'entériner le résultat et de l'officialiser et de le faire officialiser au niveau du groupe, comme quoi ce serait vraiment le prochain nom du laboratoire. Et ça s'est terminé par une démo où on a acté le fait que c'était fait et que donc ce résultat était entériné. Ensuite, vous vous rappelez, on avait 4 projets, les projets 1, 2, 3, 4, qui étaient destinés à définir quels seraient les centres de ressources, le deuxième, quelles seraient les équipes de recherche, ensuite un troisième pour définir quels seraient les rôles de l'organisation, et un quatrième, définir les règles de fonctionnement des équipes. Donc là, j'ai tout mis dans une boîte, mais c'était 4 projets distincts. Donc, en fait, on a procédé à plusieurs petites itérations, mais à la fin d'une itération qui était fixée, on a eu pour chacun des projets une démo qui nous ont présenté en fait les versions 0.1 du projet centre de ressources, une version 0.1 du projet équipe de recherche, et pareil pour les rôles d'organisation et règles de fonctionnement des équipes. Donc, en fait, on a fait une démonstration qui était essentiellement un document que l'on a soumis derrière à tous les personnels. Voilà, et on a organisé sur le terrain, donc au niveau solution, un projet qui était une solution qui était en fait finalement la remontée des suggestions des personnels qui étaient concernés, à l'issue de laquelle il y a eu aussi une démonstration. Voilà, et finalement, on a décidé, à l'issue de cette démonstration de la suggestion des personnels, de refaire une itération sur ces 4 projets. Voilà, donc en fait, à l'issue de laquelle, finalement, il y a eu une nouvelle démo qui était finalement la V1 de ce que seraient les centres de ressources, les équipes de recherche, les rôles et les règles de fonctionnement des équipes. Donc, cette démo et ces livrables, finalement, ont servi d'entrée pour finalement rédiger le projet de fusion finale, qui est donc le projet 6, qui était donc de faire une proposition globale du projet final de ce que serait la fusion. Et à l'issue de cette itération, donc, on a eu un projet qui a été montré, donc avec des documents, puis il y a eu un show à l'ensemble des membres de l'entreprise, et à l'issue duquel on a dit, bon ben voilà le projet qu'on vous propose et on vous demande de voter maintenant pour dire si vous acceptez ou pas ce projet, parce que sans votre consentement, on ne lancera pas ce projet de fusion. Donc le vote a été organisé et il a été accepté, mais alors même à la surprise générale, on a eu plus de 95% d'acceptation. Alors après, on a réussi à qualifier aussi ce vote. Ce n'était pas que de l'enthousiasme,
mais le projet a globalement convaincu. Les gens étaient convaincus qu'il fallait y aller pour leur propre survie. Les gens ont été aussi finalement convaincus que ce qu'on leur proposait, c'était une V1 et qu'on allait continuer derrière de façon agile l'amélioration de ce labo, mais que le but, c'était de se lancer en janvier 2022. Et donc, ils ont accepté tout ça. Et donc, on a officialisé les résultats. Et aujourd'hui, ce labo a été lancé ce mois-ci. Et il est aujourd'hui, donc finalement, il est lancé, quoi, voilà. Donc, on voit finalement l'enchaînement de l'ensemble de ces projets et des exécutions au niveau solution qui ont débouché à chaque étape sur des résultats petits et concrets. Assemblés ensemble, on finit par constituer le projet global de fusion et c'est une réussite puisque c'est enfin pas un échec, c'est même une réussite. Voilà, et cette agilité a quand même convaincu tout le monde et donc c'est une grande réussite. Et prochaine étape est de savoir si maintenant la gouvernance du labo va continuer à utiliser le dispositif Engage pour sa gouvernance d'entreprise. J'ai terminé. Merci Arnaud pour cette présentation. Alors, il nous reste 10 minutes dans la suite du meet-up. Donc, l'idée, c'était, on a fait un exemple numéro 1 là, en fil rouge en fait, des aspects théoriques Engage. L'idée, c'était de terminer ce meet-up avec un exemple un peu de bout en bout, qu'on a appelé exemple numéro 2, qui va nous permettre de... Hop, si j'arrive à voilà, mettre le bon slide, finalement décrire tout ce qu'on vient de dire un peu de bout en bout sur un autre exemple, qui est plus un exemple plus académique peut-être, hein, d'application de la méthode Engage, hein, sur la stratégie des ressources humaines d'une entreprise du secteur de l'énergie. Donc en partant effectivement des équipes stratégiques jusqu'aux équipes à la fois comment dire, managériales et terrain qui vont mettre en œuvre cette nouvelle stratégie RH. Donc, premier point, comment on a transformé finalement la gouvernance de l'équipe RH vers Engage. Donc, première chose, il a fallu structurer la stratégie RH, puisque la stratégie qui existait avant qu'on travaille sur son élaboration dans le cadre du dispositif Engage était une stratégie qui était finalement plein de projets en parallèle et en fait avec des grandes directives sur le sens à donner à ces projets, mais pas une vision claire finalement de ce qu'on voulait faire dans les 5 ans à venir. Donc, la première chose a été effectivement de définir des ambitions dans un horizon assez lointain, hein, qui est on ne l'a pas dit jusqu'à maintenant, mais les ambitions ne sont pas des ambitions forcément à réaliser dans l'année. Mais on a souvent dans les entreprises une vision à 5 ans ou à 10 ans ou plus tard quand c'est des entreprises qui se transforment lentement. Ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est que dans la stratégie de cette entreprise, il y avait un cœur finalement au niveau des ambitions qui était de rénover la partie gestion des emplois et des compétences qu'on appelle GPEC habituellement. Donc, structurer le backlog des ambitions et ensuite réorganiser l'ensemble des projets par rapport à ces ambitions, puisque, comme je vous ai dit, les projets avaient été lancés un peu en mode dispersé et qu'il a fallu finalement les reconnecter aux ambitions pour pouvoir prioriser aussi leur réalisation. Et puis ensuite, on a mis en place la gouvernance en soi avec la cadence, le pilotage, la durée des itérations et puis la nomination des gens dans les différentes équipes. Donc, une fois que ça a été fait, moi, je vous présente ici en fait un extrait du backlog auquel on est arrivé, un backlog d'ambition et puis relié au backlog de projet. Donc, je vais peut-être vous décrire le premier et puis ensuite, les autres sont un peu sur le même exemple. La première ambition était que, en tant que salarié, je veux m'épanouir dans mon parcours professionnel.
Alors au passage, vous voyez qu'on a essayé de rédiger, de libeller les ambitions de l'entreprise, un peu comme on libelle une user story, sans oublier ce que j'ai pas pu mettre ici parce que ça prenait beaucoup de place, mais sans oublier le afin de, pour pouvoir bien lister attendu par cette nouvelle ambition. Donc on avait une première ambition sur les salariés, une deuxième sur les managers. Je veux pouvoir piloter les compétences de mon équipe et je veux connaître les compétences futures de mon équipe afin de me préparer et de les préparer, au métier de demain. Il y avait une ambition qui était plus pour l'ensemble de la direction RH. Je veux impliquer les salariés dans la mise à jour de leurs compétences et la construction de leur parcours. Et puis une dernière ambition qui était plus, direction générale, donc au-delà, de la RH, mais portée par la RH. Je veux intégrer donc une gestion des emplois et des compétences efficace à la stratégie de l'entreprise. Donc si je détaille la première ambition, on a pu relier finalement à cette première ambition, 3 projets. Le premier, c'est la rénovation, du référentiel de compétences actuelles et futures. Le deuxième projet, c'était la création de ce qu'ils appelaient un passeport salarié d'aide à l'orientation professionnelle. Et puis le troisième projet, si je suis bien les flèches, c'était la définition des activités, des métiers et des compétences, des nouveaux emplois, donc des emplois de demain, donc dans le cadre de la société en question. Ce que vous pouvez constater, c'est que la plupart des projets contribuent à plusieurs ambitions et font avancer plusieurs ambitions, et les résultats de ces projets vont contribuer du coup à l'aboutissement ou pas de certaines ambitions, de plusieurs ambitions de l'équipe. Donc ce backlog étant en place, on a découpé finalement le temps qui nous restait pour travailler, hein, en cadence. Et nous avons décidé de appliquer une cadence de 3 mois pour atteindre des résultats au niveau solution. Une cadence identique, donc de 3 mois pour arriver à des résultats projets, et puis une cadence de 6 mois pour la partie ambition. Donc une cadence de 6 mois, hein, je vous rappelle qu'effectivement l'idée, côté ambition, c'est d'avoir une démonstration donc tous les 6 mois de l'avancement des choses, et aussi de réviser du coup la stratégie ou les ambitions de l'entreprise, là en l'occurrence les ambitions de la DRH, tous les 6 mois. Ce qui me paraissait intéressant dans mon exemple, comment dire, compléter un peu ce qui a été dit par Arnaud, c'est de donner un exemple en fait de ce qui a été démontré au niveau projet, enfin sur les différents niveaux et notamment au niveau projet. Donc ici, si je prends un des projets qui consistait à rénover le référentiel de compétences actuelles et futures, on avait un certain nombre d'objectifs. Et puis, par exemple, dans les démonstrations projets, ce qui s'est passé, c'est que dans la première démonstration, on a pu démontrer que le domaine métier exploitation avait listé ses nouvelles compétences et on les a finalement présentées en démonstration projet. Et puis, on a aussi démontré en quoi le nouvel outil choisi pour la GPEC pouvait être paramétré ou pas, comment on pouvait le paramétrer et en quoi finalement on pouvait intégrer les compétences telles qu'elles étaient décrites avec leur bonne granularité dans le nouvel outil de gestion des emplois et des compétences. Donc, à ces démonstrations ont assisté non seulement les responsables projets, mais aussi en termes de solutions, on avait les équipes de la direction SI qui avaient choisi l'outil GPEC et puis les équipes exploitation qui avaient travaillé sur leurs compétences. Donc sur la deuxième démo, on a pu finalement élargir aux compétences manager la démonstration. Également présenter finalement les premiers entretiens professionnels qui avaient eu lieu sur les nouvelles compétences réalisées, définies par le métier exploitation. Donc, par cet exemple qu'en fait, dans les démonstrations projets, on ne va pas parler d'avancement,
mais qu'on va plus parler du contenu finalement qui a été obtenu par la mise en place des nouvelles solutions. Donc, en l'occurrence, les solutions, c'était également les équipes SI qui étaient très impliquées et aussi les équipes RH, donc pour les compétences managers, mais aussi pour les entretiens professionnels. Voilà, donc c'est un exemple qu'on pourrait avoir sur la partie projet. Et puis, je vous ai mis ici également un exemple des démonstrations qui ont eu lieu sur la partie ambition. Donc, dans les démonstrations ambition, ben, euh, on va avoir comme entrant finalement les résultats des différents projets et des différentes solutions qui sont arrivées en fédération et qui ont obtenu des résultats. Donc, par exemple, sur la partie, la première démonstration ambition, on a pu présenter l'étude de satisfaction auprès des salariés par rapport notamment à leur emploi et compétences, et est-ce qu'aujourd'hui je me sens assez libre finalement dans l'évolution de mon parcours professionnel, ce qui était un des buts. Et puis, donc, ça nous faisait un point de départ finalement, l'étude de satisfaction, pour pouvoir mesurer l'évolution dans le temps de leur satisfaction. Et puis, on peut retrouver en démonstration ambition la nouvelle granularité utilisée dans l'entreprise pour la gestion des emplois et des compétences. Deuxième démo, on va avoir effectivement des résultats de retour d'expérience sur l'expérimentation finalement des passeports salariés sur résultats du projet passeport. On a expérimenté dans la ville de Lille un nouvel outil qui s'appelle 365 talents et pour lequel on peut faire un REX au niveau de l'équipe ambition. Et on pourra aussi présenter les résultats du projet Les métiers de demain avec un panorama des emplois de demain qui a été défini par ce projet. Et puis ainsi de suite, les ambitions et les projets vont avancer et les résultats sur ces différents projets vont être présentés donc, en l'équipe ambition, ce qui va permettre d'évaluer finalement en fin de démonstration, est-ce que en tant que salarié, je veux m'épanouir dans mon parcours professionnel? Est-ce qu'on est bien sur le bon chemin pour réaliser cette ambition dans les délais qui nous sont, qu'on souhaite mettre en place. Alors justement, sur les aspects délais et puis quand est-ce qu'on considère que ces ambitions sont atteintes, en dernier point de l'exemple 2, hein, je vous présente finalement une manière. On va être obligé, hein, même au niveau ambition, on va se contraindre finalement à définir des critères de je dirais, de satisfaction, pour pas dire des critères de fin finalement, definition of done pour les agilistes, des différentes ambitions de l'entreprise. Quand est-ce que je considère avoir atteint mon ambition? Donc ici, c'est un exemple sur l'ambition direction générale, hein, intégrer une GPEC efficace. Les critères pourraient être, un nouvel outil de GPEC a été déployé partout dans l'entreprise, donc auprès de tous les salariés. L'évolution de ces métiers et des compétences peut se faire au fil de l'eau, contrairement à l'outil de GPEC actuel. Donc l'idée, c'est bien d'avoir une mise à jour continuelle et non pas tous les 5 ans finalement des compétences de l'entreprise. Et puis ensuite, les managers utilisent, une faute, et les salariés sont satisfaits donc à hauteur de 80% sur cette partie GPEC. Ce qui revient à avoir un résultat, finalement une mesure et un indicateur concret pour l'atteinte de notre ambition. Voilà, je suis passée un peu rapidement sur le deuxième exemple, mais c'était pour concrétiser un petit peu ce qu'on vous a dit dans le meet-up. Et donc, je ne sais pas Arnaud s'il y a des questions sur ce qui vient d'être évoqué dans le meet-up sur le chat. Non, pas de questions. On a atteint 13 heures, donc je vous remercie à tous d'avoir assisté au meet-up.
Je vous donne rendez-vous pour le prochain meet-up dans 2 mois, le 23 mars, je crois de mémoire, pour aborder la 5e valeur du manifeste et je vous remercie beaucoup, de votre attention. Merci à vous. Et puis alors, si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer par mail normalement. Je crois que si vous allez consulter notre site, vous avez en plus le livre blanc que vous pouvez télécharger. Et si vous avez des questions qui viennent après coup sur ce meet-up, n'hésitez pas à nous les transmettre. On vous répondra avec grand plaisir. Bah, merci à tous. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.